Bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Veuillez dès à présent suivre le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadika. Sawadika. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International pour vous présenter ce courrier des auditeurs avec aujourd'hui Floriane, voilà, Floriane et moi-même, pardon. Donc pour vous présenter ce courrier, pour répondre à vos questions et aussi pour vous rappeler les concours. Et nous avons aussi quelques annonces. Alors, on va commencer sans plus tarder avec le rappel des concours, avec peut-être qu'on peut rappeler d'abord le concours mensuel, Oui, concours du mois de juillet. donc le concours de juillet, on vous demandait quelle est la distance requise qui doit être laissée aux piétons pour passer un passage piéton lorsqu'on est en voiture ou en véhicule, ou ça peut être aussi scooter. D'accord. À Taïwan donc. Hein. À Taïwan, On ne bien vous demande sûr. pas dans votre pays. Est-ce qu'on peut gagner des petits cadeaux? Oui, alors il y a six gagnants qui seront tirés au sort pour avoir un stylo à billes qui sera avec des décorations fantaisie. D'accord. Et il y a 6 gagnants. 6 gagnants, ouais. D'accord. Donc, envoyez-nous vos réponses. Et on a aussi... Il y a aussi un on a encore concours. peut-être une semaine, c'est ça? 2 semaines. 2 semaines, Peu- oui, Un peu jusqu'à moins. la fin du mois de juillet. Voilà. Et on a aussi un concours trimestriel, donc pour les mois de juillet, août et septembre. Alors, la question est la suivante. Quel est le nom de l'éditeur et animateur à RTI qui a récemment disparu en Chine? Si vous avez écouté Ah oui, c'est une pas, émission assez Pas joyeux récente, comme question. euh, Je la vous découvre le ici, en saurez. fait. D'accord. Oui, on en a parlé Ouais. il n'y a pas très longtemps. On en avait parlé avant dans l'actualité, et puis il y a eu un décryptage à ce sujet aussi. C'est toi qui as fait le décryptage. Oui, c'est moi qui ai fait le Ouais. décryptage. Ouais. Toujours pas de nouvelles Toujours pas de de nouvelles. lui. Non. Bon. Et si on répond bien à cette question, qu'est-ce qu'on peut gagner? Des arrosoirs de poche en métal. Donc c'est plutôt décoratif. Si vous voulez avoir une idée de à quoi il ressemble, vous pouvez aller voir sur la page de RTI sur l'émission d'il y a 2 semaines, donc la première émission du mois de juillet. Il y avait une photo des cadeaux qui accompagnent l'émission. Voilà donc pour les concours. N'hésitez pas donc à vous nous envoyer vos réponses par mail, par courrier. Voilà. Comme vous voulez. Oui. Et à Euh, nous donner votre adresse si vous voulez recevoir peut-être un des cadeaux. Et on a aussi une annonce, une ou plusieurs annonces. Plusieurs annonces, Plusieurs des annonces. réponses à vos questions en fait, puisque vous avez été quelques-uns à demander par rapport à la diffusion sur ondes courtes qui sera réduite dans certaines langues, notamment Christian Guibaud et Jean-Michel Aubier, a demandé si est-ce qu'en français aussi il y aura des coupures ou des réductions de temps de diffusion ondes courtes. Alors le service français n'est pas concerné. Ce sont plutôt des langues asiatiques diffusées depuis Taïwan qui verront leur temps de diffusion réduite, officiellement en vue de la numérisation des programmes. Et officiellement, apparemment, c'est à cause du prix de l'énergie. Voilà, parce que Voilà, le prix de pour tout vous dire. l'électricité a augmenté assez fort ces derniers temps à Taïwan. Et ça coûte... Enfin, ça demande beaucoup d'énergie de diffuser une émission de radio en ondes courtes, mais donc les émissions qui arrivent en France sont très rarement diffusées depuis Taïwan, à part en mois d'août où il y aura cette émission pour un mois, mais donc le service français n'est pas concerné par ces réductions-là. Donc ne vous inquiétez pas, rien ne change. Rien ne change pour les ondes courtes en français de Radio Taïwan International. Voilà. Et puis on avait également Philippe Marsan qui nous a précisé la semaine dernière que le courrier des auditeurs n'était pas bien passé. Je ne sais pas si c'était le cas pour tout le monde en France ou seulement dans certaines régions, certaines zones. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un souci à l'antenne relais en Bulgarie. Donc on avait bien mis le bon fichier, mais apparemment c'est en Bulgarie qu'il y a une petite erreur qui est faite. Par contre, vous pouvez toujours retrouver l'émission du courrier du 8 juillet 2023 sur Internet si vous l'avez manqué. Et en parlant de Philippe Marsan, justement, je voudrais répondre à une de ses questions, puisqu'il nous a envoyé un mail
alors qui date du 28 juin, dans lequel il nous demandait quels étaient les enjeux de ces élections, quels partis pouvaient être élus, indépendantistes, proches de la Grande Chine, autonomes, ou encore quel sera le vote des jeunes. Et il avait également demandé de nous parler du mouvement des tournesols, puisqu'il a regardé un documentaire d'1 heure sur le thème « Taïwan, une démocratie à l'ombre de la Chine » qui a été diffusé apparemment sur la chaîne parlementaire LCP Canal 13 TNT, où on pouvait suivre les événements depuis 1949, donc l'arrivée de Mao Zedong en Chine et la dictature de général Chiang Kai-shek à Taïwan, puis l'arrivée progressive de la démocratie, avec notamment le mouvement des tournesols, donc en 2014. Et alors, pour répondre à sa question, par rapport aux élections de 2024, de janvier 2024, qui seront donc des élections présidentielles et législatives, c'est une course entre 4 partis, mais en fait que 3 partis, puisque selon la loi sur les élections du président et du vice-président et sur les procédures de destitution, l'article 22, les partis qui ont reçu plus de 5% au cours des dernières élections peuvent présenter un candidat pour les élections présidentielles. Et donc, c'est le DPP, le KMT, le NPP et le TPP qui sont dans ce cas-là, mais je crois que le NPP ne va pas présenter de candidat. Et donc, pour le DPP, Parti démocrate progressiste au pouvoir, on a sans grande surprise Lai Ching-te, le vice-président de Taïwan, qui s'était déjà présenté à la primaire du DPP contre Tsai Ing-wen, mais qui avait perdu, si je me souviens bien. Donc cette fois-ci... Il y a 4 ans. Voilà. Et c'est pour l'instant le candidat favori dans presque tous les sondages. Et c'est le plus probable... Voilà. Ouais. Au niveau du Taiwan People's Party, le parti de l'ancien maire de la ville de Taipei, Ko Wen-je, qui est un ancien médecin aussi. Ce parti a présenté, bien sûr, Ko Wen-je, qui est le fondateur du parti, et qui grignote un peu les voix du KMT. Et au niveau du KMT, on a Ho Yo-hee, qui a remporté la primaire de son parti. Alors, je ne sais plus si c'est en juin ou en mai dernier, contre... Ho Yo-hee, c'est le maire du Nouveau-Taipei. Et c'est un ancien policier aussi, ancien chef de la police. Et il a remporté la primaire de son parti face à Terry Gou, qui est le fondateur de Foxconn, et en fait, qui ne pouvait pas représenter le KMT lors des prochaines élections parce qu'il avait présenté sa démission, il s'était retiré du parti, je crois, en 2019. Et en fait, ça faisait pas assez longtemps donc pour qu'il puisse présenter le parti lors d'élections présidentielles. Parce qu'il s'était retiré parce qu'il avait perdu la primaire aussi. Est-ce que au niveau du KMT, c'est une primaire avec des élections ou c'est juste un accord interne et il a été désigné plus que élu en fait, Ho Yo-hee? Oui, exactement. C'est ça. Oui. Enfin, les cadres du parti ont pris en compte les sondages, voilà, mais ont décidé comme ça. Et donc en fait, il aurait fallu changer les statuts du KMT pour que Terry Gou puisse représenter soit le candidat du KMT. Et donc, ça serait sans doute très mal passé auprès des électeurs et des militants, surtout du KMT, qui, eux, sont fidèles et n'ont jamais rendu leur carte du parti. Donc, oui, c'est... ça m'aurait semblé bizarre. Oui, voilà. J'ai envie d'être choisie. Je reviens, mais il faut que vous changiez vos règles pour que... À mon avis, c'était compliqué quand même. Mais alors, est-ce que ces 3 candidats, ce sont les candidats définitifs ou est-ce que c'est possible qu'il y ait encore des nouvelles candidatures de candidats indépendants? Non, c'est pas possible, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que, alors, je voulais vous parler de les deux récents sondages du mois de juin de Keypoint Survey Research et de RW News, qui est en chinois Lin Chuan Mei. Alors, selon ces 3 sondages-là, c'est Lai Ching-te qui est en tête des élections. Donc, selon le RW News, c'est Lai Ching-te qui mène la course avec 37,76% contre Ko Wen-je qui, lui, a 32,29%.
et face à Royoyi qui a lui seulement 21,87%, donc le TPP prend la deuxième place. Et selon le sondage Keypoint Survey and Research, Lighting 2 a moins de points, 31,2% d'intention de vote, face à Kowenje qui en a 21,5% et 17,9% pour Royoyi. Donc voilà, c'est des sondages qui sont assez différents mais qui montrent toujours la même chose. Lighting 2 en tête, Kowenje en deuxième et Royoyi en troisième. Et ce qui est intéressant justement par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'il peut y avoir des changements, c'est vrai que Royoyi a un score assez bas en ce moment. Et donc ce score-là, 17,9, c'est assez proche du score, des intentions de vote qu'avait Hong Xiuju, l'ancienne candidate du KMT aux élections présidentielles de 2020, et qui, elle, avait été remplacée dans la course parce qu'elle était trop mauvaise, en fait. Elle était, c'est bien pour ça, parce que là, il y a des rumeurs. C'était une bleue très, très foncée, Ouais. très proche de la Chine, et en fait, c'était pas passé. Ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient fait une erreur en nominant quelqu'un comme ça en fonction au vu de l'opinion publique taïwanaise, et donc ils avaient changé pour Han Kuo-yu. Qui n'a pas eu un sort beaucoup plus joyeux. Oui, mais en tout cas, il y a eu une vraie vague d'enthousiasme pour lui, donc c'était sans doute un choix, je ne sais pas si c'était un choix meilleur, mais en tout cas moins pire sans doute. Mais ouais, en tout cas, ça pose aussi la question de est-ce que Royoyi sera remplacé comme candidat du KMT. C'est vrai qu'il y a quelques discussions sur ça, mais je ne vois pas trop d'autres, qui d'autre pourrait le remplacer vraiment. Alors, une question, c'est est-ce qu'il serait remplacé, et une autre, c'est est-ce que Guo Taiming ferait cavalier seul pour se présenter. Alors, officiellement, il a promis qu'il ne le ferait pas parce qu'il l'a déjà fait une fois en 2019. Donc, il a dit non, cette fois-ci, je vais vraiment soutenir Royoyi. Et bon, on verra. Pour l'instant, il ne s'est pas présenté, mais en fait, il y a encore le temps puisque les élections sont en janvier. Donc, c'est possible qu'il y ait encore quelques Je pense surprises. qu'il y a peu de chance, honnêtement. Mais bon, après, en politique, il peut toujours y avoir des coups de couteau dans le dos. Donc, on sait pas on peut jamais être sûr. Voilà. En tout cas, Tsai Ing-wen est inéligible parce qu'elle a déjà fait 2 mandats. Donc, c'est Lai Ching-de qui représente le parti démocrate progressiste cette fois-ci. Et il faut savoir que, au début, normalement, il a toujours été perçu comme un candidat plus indépendantiste que Tsai Ing-wen, qui est plus modéré, plus, on va dire, sur le centre, plus pour le statu quo. Et en fait, Lai Ching-de, maintenant qu'il est candidat officiel du DPP et qu'il est dans la course à la présidentielle, il se positionne de plus en plus comme un candidat dans la continuité de Tsai Ing-wen, et il a une politique maintenant qui est, on va dire, à peu près exactement la même que Tsai Ing-wen actuellement, en fait. Donc, ça peut être une stratégie sans doute payante pour lui, puisque Tsai Ing-wen a plutôt une cote de popularité assez satisfaisante quand même pour une présidente en exercice qui arrive à la fin de son 2e mandat. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que Royoyi, le candidat du KMT, lui, qui était justement perçu comme le candidat qui était un peu plus indépendant par rapport au cadre du KMT, qui avait un petit peu ses propres opinions, un petit peu différents. Lui, il adopte un discours qui est de plus en plus proche de celui de Ma Ying-jeou, en fait. Donc, oui. il devient de plus en plus, on va dire, un KMT traditionnel. Par exemple, il a pris comme chef de campagne Din Bo-sun, qui est l'ancien chef de campagne de Ma Ying-jeou, qu'il a fait gagner. Et donc, c'est vrai que son discours devient de moins en moins, on va dire, spécial, quoi. Je sais pas si c'est sans doute que c'est pas un bon mot pour... mais en tout cas, je sais pas si c'est une très bonne stratégie, puisque justement, le KMT a beaucoup de mal à remporter a beaucoup de mal politiquement en ce moment, parce que les vues, les opinions qui sont celles de Ma Ying-jeou, d'Eric Zhu, ce sont des positions qui sont plus trop en phase avec l'opinion publique taïwanaise. Et donc d'adopter ce genre de discours, ce genre de posture, je ne sais pas si ça va être très payant.
bon, voilà. En tout cas, selon les sondages, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Mais bon, ça fait pas longtemps, c'est seulement la semaine dernière que Dean Bosson a été nommé chef de campagne, donc bon, ça peut aussi évoluer. Il y a beaucoup de temps avant les élections. Voilà. Et ensuite, ce qui est par rapport aux enjeux, alors pour les élections législatives, ça va être des enjeux plus locaux, bien sûr. Et pour les élections présidentielles, c'est vrai que la Chine est quand même la grande question qui mène un peu les débats. Et donc, la sécurité et la défense de Taïwan sont un enjeu important dans ce contexte de tension interdétroit où le KMT continue sa stratégie et son discours selon lequel il est le seul parti, grâce à son approche et à ses bonnes relations avec la Chine, à pouvoir garantir la paix dans le détroit de Taïwan. Ça a toujours été son approche depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Et depuis les élections, on va dire, depuis l'arrivée des élections libres à Taïwan. Et donc, c'est un discours qui a plutôt bien fonctionné lors des élections de Ma Ying-jeou. Mais on va dire que depuis le mouvement des tournesols, ça ne fonctionne plus vraiment. Et c'est là qu'on arrive justement à un des deuxièmes enjeux aussi de l'élection, qui est l'économie. Parce que le KMT se positionne aussi depuis longtemps comme le seul parti compétent en matière d'économie. Et ça, c'était quelque chose qui a aussi marché pendant très longtemps. Le KMT se présentait comme le seul parti capable d'assurer la compétitivité de Taïwan grâce à une politique légèrement plus libérale que le DPP, comme le parti capable d'assurer des débouchés pour les produits taïwanais, notamment agricoles. Mais c'est vrai que maintenant, cette posture ne fonctionne plus vraiment, notamment aussi depuis le mouvement des tournesols, avec cette tentative de faire un accord sur les services, sur les biens et les services avec Ma Ying-jeou, qui a provoqué justement ce mouvement des tournesols. Et là, ça a provoqué, je pense, une sorte de rupture, dans le sens où beaucoup de Taïwanais se sont dit on n'est peut-être pas tant en sécurité que ça avec le KMT, puisque le KMT veut beaucoup d'échanges avec la Chine, mais sans forcément beaucoup de transparence. Et ce sont peut-être des échanges qui peuvent compromettre la souveraineté de Taïwan. Donc depuis ce moment-là, ça a changé. Et d'autre part, le DPP a su développer la nouvelle politique vers le sud qui porte aujourd'hui un peu plus ses fruits. Par exemple, Taïwan est devenu, il y a quelques jours, sur les 5 premiers mois de l'année 2023, le deuxième exportateur vers l'ASEAN, après la Chine, mais avant le Japon et la Corée. Donc, il y a ces échanges-là qui commencent à fonctionner. Il y a aussi le développement d'échanges et d'investissements, la signature d'accords éducatifs qui bénéficient aux universités taïwanaises, qui manquent d'étudiants à cause de la baisse de la natalité à Taïwan. Et il faut dire aussi que le DPP a surtout bénéficié d'une conjoncture favorable, parce que l'économie taïwanaise, la croissance, a été portée par les exportations des entreprises de semi-conducteurs comme TSMC, qui était particulièrement important, notamment pendant la pandémie, où il y a eu beaucoup de pénuries. Donc c'est aussi grâce à ça que en fait, la croissance taïwanaise, elle apparaît être plutôt bonne, mais en réalité, il y a beaucoup d'inflation il y a quand même pas mal d'inflation à Taïwan. Il y a aussi une crise du logement, crise du marché immobilier, qui est aussi un des autres enjeux, mais quand même moins visible. Donc c'est vrai que les logements sont devenus inaccessibles dans les grandes villes, surtout à Taipei, pour acheter un bien immobilier. Ça entraîne la fuite des habitants de la capitale. Donc ça veut dire moins de jeunes parents qui peuvent plus se permettre de vivre dans la capitale, qui vont vers le nouveau Taipei, vers Taoyuan. Donc avec cette question de l'inflation, la natalité, il y a aussi la question de l'environnement qui est un des enjeux, mais qui est plus un enjeu au niveau des élections législatives. Là aussi, il y a beaucoup à faire. Taïwan a pas mal investi dans les énergies vertes, mais Taïwan dépend encore beaucoup du nucléaire. Et il me semble que le DPP s'est pas vraiment engagé sur tant que ça sur la question écologique. Il y a beaucoup de sujets où le DPP a été très frileux et où justement des partis comme le NPP sont plus le parti vert, sont plus à la pointe, on va dire. Mais je pense pas que ça pourra défavoriser le DPP, puisqu'en fin de compte, le DPP, le TPP et le KMT, sur le plan écologique, aucun n'est vraiment très à la pointe. Il n'y a pas des très grandes différences d'engagement de ces trois partis.
Et leur vraiment. discours change aussi selon s'ils sont au pouvoir ou s'ils sont dans l'opposition, parce que parfois ils peuvent avoir initié un projet, et puis c'est le parti adverse qui continue, et puis tout d'un coup ils deviennent contre. Donc c'est... Ensuite, un autre enjeu, c'est l'égalité homme-femme, dans un contexte justement de grands scandales, de moments MeToo qui touchent tous les partis politiques, mais qui a surtout touché au début le DPP. Mais bon, apparemment, j'ai pas l'impression que ça a considérablement amenuisé les chances du DPP à la présidentielle. Je pense pas, parce que Leicester n'était pas touché directement d'une part. Non, bien sûr, mais bon, le et parti... d'autre part, sa réponse a été beaucoup plus rapide, plus complète et plus proactive que le KMT ou le parti de Cowanger, lui, n'en parlons pas. Oui, c'est vrai. Et par rapport à la question de Philippe Marsan qui pose la question indépendantiste, quelles sont les chances des indépendantistes? En fait, il n'y a aucun candidat indépendantiste aux élections présidentielles de 2024. Je ne sais pas si tu sais, mais le DPP n'est pas indépendantiste, en fait. Non, le DPP ne dit pas « si je suis élu, je vais proclamer l'indépendance de Taïwan ». Tout à fait. Il est déjà au pouvoir maintenant, il n'a pas proclamé l'indépendance et la Xingde ne le fera pas parce que ça équivaudrait à donner tout de suite une raison à la Chine pour attaquer Taïwan avec des armes. Donc c'est hors de question. Donc même si Lai Ching-te est vu comme un indépendantiste, en fait, il est le candidat du DPP qui, dans ses statuts, depuis plusieurs années déjà, n'a plus la recherche de l'indépendance, la déclaration d'indépendance dans ses statuts. Donc en fait, la politique du DPP actuellement, c'est celle de Taïwan, c'est que Taïwan est déjà indépendant, donc on n'a pas besoin de se déclarer indépendant. Et c'est la posture maintenant de Lai Ching-te également. Et par rapport au vote des jeunes, c'était une autre question de Philippe Marsan, on peut surtout dire qu'ils sont plutôt sans parti, mais en général plus proches du camp vert, même s'il y en a aussi certains au KMT. D'ailleurs, j'ai rencontré récemment une doctorante qui travaille un petit peu au CEFC, mais elle est juste installée là-bas pour ses recherches, qui travaille justement sur la jeunesse du KMT. Oui, on la rencontre. Tu l'as rencontrée aussi la dernière fois, c'était pour la journée aux jeunes chercheurs. Alors qui sait, ça fera peut-être un sujet d'interview prochainement à Radio Taïwan International si ça vous intéresse. Mais comment ça se passe la campagne avec les élections, ce serait vraiment intéressant si elle accepte. Voilà. Bon, à suivre. Il faudra rester attentif. Voilà. Et puis on vous parlera peut-être du mouvement des tournesols un autre jour puisque le temps avance et on a aussi des annonces à faire par rapport à des concours. Puisque vous avez répondu à des concours et nous avons fait un tirage au sort pour désigner les gagnants. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça tout à l'heure, donc on va le faire maintenant, en espérant que vous soyez toujours attentifs. Mais on avait 3 concours à annoncer. Alors, on va commencer avec le concours mensuel du mois d'avril 2023, avec... on vous rappelle la question ? Il fallait citer 2 événements diplomatiques majeurs pour Taïwan en mars. Et donc, parmi les réponses possibles, il y avait évidemment la fin des relations diplomatiques entre Taïwan et le Honduras, et la visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux États-Unis, en transit officiellement lorsqu'elle est allée vers les pays qui sont encore des alliés diplomatiques de Taïwan, comme le Guatemala. Mais bon, d'autres réponses étaient éventuellement acceptées. Et nous avons donc 5 gagnants pour ce concours. Farid Boumechal, Ferhat Bezazel, Elisabeth Oliveira, André Bio et Emmanuel Nicodème. Félicitations. Voilà, et donc vous avez gagné 5 rassembleurs de câbles pour appareils électroniques. Enfin, 1 par personne. Voilà, évidemment, vous l'aurez compris. Voilà. Et on a aussi fait le tirage au sort pour le concours mensuel du mois de mai. Alors, pour le mois de mai, la question était de nommer 3 sociétés américaines de la grande délégation de 25 entreprises d'armement qui était annoncée à Taïwan au début du mois de mai. Donc, parmi les réponses possibles, il y avait Lockheed Martin, Raytheon, General Atomics, General Electric, Northrop Grumman Corporation ou encore Pacific Rim Defense. Mais bon, d'autres réponses étaient acceptées puisqu'on avait fait un article assez détaillé sur notre site internet. Alors, on a 3 gagnants.
Les gagnants sont Jacques Augustin, Nicolas Pénarin et Vasile Voeku-Bora. Et ces gagnants... J'espère que je prononce bien. Oui. Ces gagnants recevront donc un porte-clés en cuir au motif et vœux de bonheur. Eh bien, merci à nos gagnants. Continuez à nous envoyer vos réponses pour les concours. Et sans plus tarder, on passe à la deuxième question. C'était une question d'un auditeur ou d'une auditrice? D'un auditeur, Guy Lelouet, qui nous écrit depuis la Bretagne. Avec un joli rapport d'écoute. Voilà, et qui nous demandait comment est-ce que fonctionnent les urgences médicales à Taïwan. Alors, la réponse simple, c'est bien, assez bien même dans l'ensemble, puisque Taïwan a un très bon système médical globalement, qui est souvent classé parmi les meilleurs au monde, et ça s'est vu, entre autres, avec la gestion du Covid, qui a été très, très appréciée et assez efficace. Il y a beaucoup de préparations qui sont faites pour les typhons, les inondations, les tremblements de terre, qui sont des causes d'urgence principales à Taïwan, quand il y a des gros événements comme ça. Mais si on parle d'accidents individuels, personnels, il y a plusieurs choses aussi. Il faut savoir que le coût est en général assez bas. L'ambulance vers l'hôpital le plus proche est gratuite, par exemple. Et les urgences sont assez efficaces aussi. Par exemple, lors de la grande explosion qu'il y a eu en 2015 au parc aquatique Formosa Fan Coast, seulement 3% des 500 blessés sévères sont décédés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, pour des brûlés de la même proportion, c'est-à-dire en moyenne sur 44% de la surface du corps, qui ont le même âge, c'est-à-dire à peu près 20 ans, ou entre 20 et 30 pour la plupart des blessés, le taux de mortalité est de 10%. Donc, avoir autant de blessés et avoir un taux de mortalité aussi bas, c'était une prouesse. Un autre fait notable par rapport aux urgences de Taïwan, c'est que pour une population de 23 millions d'habitants, les urgences ont enregistré 7,7 millions de visites en un an. Alors, ça date de 2016, mais je pense que c'est à peu près stable. Sans parler du Covid, bien sûr, j'imagine. C'est ça, oui, avant Covid. Mais c'est assez important comme chiffre. Et ça s'explique du fait que les urgences offrent un service de qualité et accessible financièrement. Donc, ça fait que des gens se rendent assez souvent aux urgences pour des problèmes mineurs, qui ne sont pas des urgences en fait. Et ça cause des problèmes, puisque ça bloque certains patients qui ont réellement besoin de soins urgents, mais qui peuvent manquer de lits disponibles parce que des patients arrivés plus tôt pour des problèmes moins graves ou moins urgents les occupent déjà. Donc ça, c'est un des problèmes auxquels sont confrontées les urgences de Taïwan. Mais ce qu'on voit souvent, c'est pour les gens qui ont des cas graves, il y a des salles spéciales. Et puis pour ceux qui ils sont arrivés, ils ont des maux de tête ou des douleurs, pour ceux qui ne sont pas si graves que ça, ils sont carrément dans la pièce dans laquelle on arrive aux urgences, en fait. Ouais. Et là, il y a quelques lits et puis ils sont là, en fait. C'est ça, il y a des gens qui attendent sur des lits dans la salle d'attente. Oui. C'est quand même assez particulier. Mais c'est ça, en fait, il manque de lits parce que trop de gens sont acceptés aux urgences alors qu'en fait, ils devraient être dans d'autres services. Par ailleurs, le vieillissement de la population à Taïwan n'aide pas puisqu'il y a beaucoup de personnes âgées et ou pauvres qui ont énormément recours aux urgences. Il faut savoir que les plus de 65 ans représenteront 20% de la population taïwanaise, c'est-à-dire une personne sur 5 en 2025. Et ça signifie qu'il y aura un besoin plus important de médecins et il y a un manque de docteurs qui augmente du fait de la limitation nationale à 1300 nouveaux étudiants en filière médicale par an. C'est un chiffre qui n'a pas bougé depuis 24 ans. Un autre problème est l'inégalité de la répartition des ressources, puisqu'il y a des différences entre les campagnes et les villes. Il y a beaucoup moins de ressources en campagne. Et à l'intérieur des villes, les grands hôpitaux attirent aussi beaucoup plus de docteurs et de patients au détriment des cliniques locales. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de ce courrier. Alors, sans plus tarder, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Voilà, on espère que vous n'aurez pas besoin d'aller aux urgences.